tous, merci et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel entretien. Notre invité du jour en politique, conseiller à la primature, altruiste, cadre de Bouaké, il souscrit au programme social du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il se bat constamment pour le bien-être de la population. Sa générosité et son sens du partage sont de véritables vertus. Avec lui, on parlera de politique, du social, de développement, d'économie, de paix, de réconciliation et bien sûr d'entrepreneuriat. Bonsoir M. Souleymane Touré. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. M. Souleymane Touré, comment êtes-vous arrivé en politique? Merci. Je pense que moi je décris la politique au-delà de la description que font les dictionnaires. Mais la politique, c'est la gestion quotidienne de nos réalités. Bien sûr. Et pour moi, la politique, c'est le leadership, la politique, c'est le volontariat, la disponibilité, se mettre à la disposition des autres. Moi, déjà, dès le collège, j'ai commencé à avoir les aptitudes politiques. Au collège, en 1989-90 ou 88, je ne sais plus, mais j'ai été candidat pour être président du MESI. Pendant que j'étais en classe de 6e au collège Martin Luther King. Le MESI, c'est... Le MESI, c'est le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, de l'époque. Le MESI était un mouvement qui était après proche du parti au pouvoir, mais qui était le principal syndicat des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Des grands noms de la politique sont connus pour avoir été des militants du MESI, comme ce fut le cas pour certains aussi qui ont marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, mais qui ont été des syndicalistes au niveau de la FESI. Et donc, déjà au primaire même, je voulais être chef de classe. Et puis, chemin faisant, chaque fois qu'on demandait qui veut être le chef, généralement, je me présentais pour être chef, mais il fallait être chef quand on est prêt à être à la disposition des autres. Un chef, ce n'est pas pour imposer sa loi aux autres, mais c'est plutôt se mettre... Le chef, en réalité, au primaire et au collège, c'est pas quelqu'un qui forcément dirigeait les autres, mais c'était quelqu'un qui devait prendre le cahier des tests, qui devait écrire le nom des bavards, qui devait... Bon, ça te mettait à l'abri d'être sur la liste des noms des bavards, mais je veux dire, c'est autant d'actions qui nous ont forgés. Et finalement, au collège, quand ils nous ont informés de ce qu'il y avait l'élection du président du MESI, bien qu'étant en 6e, j'ai senti que j'avais les aptitudes. Mais j'avoue que ceux qui ont fait le collège Martin Luther King à cette époque ont été marqués parce que nous avons littéralement battu les candidats de 4e, 3e. Et on a fait une campagne à l'époque où tous les élèves des 6e et des 5e ont fédéré derrière nous. Ce qui faisait plus de la moitié de l'école. Et puis ainsi de suite au lycée aussi, j'ai été président des élèves au lycée moderne 2 de Bouaké. En 1994, président des élèves du lycée. Et puis plus loin, quand nous sommes arrivés à l'université, nous avons été séduits par la lutte que menait la FESI en cette époque, qui était une organisation syndicale très responsable, mais qui défendait véritablement les intérêts des étudiants. Donc nous avons milité. Et puis plus tard, en maîtrise, nous avons postulé à la présidence de la maîtrise des étudiants de maîtrise d'économie. Et puis, arrivé au Canada, on a été l'un des premiers responsables des élèves étudiants, des étudiants ivoiriens résidant au Canada. Et nous sommes entrés en politique au Canada. Et puis, bon, quand nous sommes rentrés au pays à l'appel du président Alassane Ouattara, nous avons décidé de venir servir notre parti politique. Mais en réalité, en 2014, nous avons créé l'ONG Oukademe. Parce que nous avons bien compris qu'après les études en Sciences Po que nous avons fait au Canada, il était important de souscrire à notre idéologie, l'idéologie de personnes éprises de paix, d'amour, du don de soi. Et donc nous avons compris qu'une fois au pays, il fallait avoir un tremplin. Et le tremplin, ça a été l'ONG que nous avons mis en place, puisque l'ONG a une vocation sociale. L'ONG, c'est une institution qui est à la disposition des autres. Et pour porter cette ONG à caractère social, qui se dénomme ONG Oukademe, Ouka voulant dire aider en baoulé, et Deme, aider en djoula, on a choisi ce nom composite de deux grandes langues du pays qui vivent en toute quiétude à Bouaké
Bouaké, qui est la base politique dont vous avez parlé, mais qui a vu naître l'ONG Oukademe, qui est une ONG qui a marqué l'histoire de la ville de Bouaké. Et puis donc, peu à peu, à partir de l'ONG, nous avons impacté les conditions de vie des gens, nous avons touché du cœur les points névralgiques qui émaillaient la vie des populations de Bouaké. Nous sommes restés proches des populations de Bouaké. Nous avons soutenu les populations lors des décès, lors des sinistres, lors des maladies, lors des mariages, lors des naissances et lors donc du bien comme du mal. En tout cas, dès lors qu'une famille était touchée par quelques situations, nous étions proches de cette famille. Et nous levions des fonds grâce à nos amis qui nous aidaient à faire vivre cette ONG et à réaliser du rêve. Donc c'est au bout du compte que nous avons réussi véritablement à atteindre notre objectif, en tout cas les premiers objectifs, qui étaient de marquer aussi l'opinion de notre capacité à porter les autres, de notre amour pour les autres, de notre passion à nous mettre à la disposition des autres. Ce que nous avons réussi à faire à partir de l'ONG Oukademe, et nous avons eu l'honneur de recevoir l'appel du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a souhaité que nous venions dans une institution comme la primature, aux côtés du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour apporter de notre savoir-faire. Et donc depuis 5 ans, nous sommes conseillers au cabinet du Premier ministre, en charge des questions politiques, en charge des jeunes, en charge du service civique. Bien entendu, nous avons passé 3 années et demie à cette institution auprès d'Amadou Gon Coulibaly, et par la suite, nous sommes restés 8 mois avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés du Premier ministre, son Excellence Patrick Achi. Donc, c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage à nos illustres Premiers ministres disparus, son Excellence Amadou Gon et son Excellence Ahmed Bakayoko, sans oublier tous les autres disparus de cette Côte d'Ivoire et même du monde entier. Donc, vous m'avez fait l'honneur de nous convier à cet entretien. C'est comme ça que nous nous retrouvons devant vos caméras pour essayer de partager avec vous cette petite expérience. Donc en gros, la politique, c'est un sacerdoce, la politique, c'est une passion, et pour faire de la politique, il faut avoir de la générosité en soi, il faut avoir de la disponibilité, il faut être capable de se transcender, il faut être capable de porter les autres. Justement, parlons-en, pourquoi le RHDP est votre choix? Le RHDP est notre choix. D'abord parce que nous avons été inspirés par le président Alassane Ouattara, ce grand homme qui a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, qui a été appelé donc par le président Félix Houphouët-Boigny dans les années 89 et qui, au bout du compte, s'est retrouvé à la tête du gouvernement, du dernier gouvernement du président Houphouët-Boigny en qualité de Premier ministre. Mais nous avons tous été témoins de la rigueur dont a fait preuve le président Alassane Ouattara lorsqu'il était Premier ministre. Et mon ex-patron Amadou Gon Coulibaly avait même été honoré par sa nomination en qualité de conseiller technique, comme je le suis aujourd'hui, au cabinet du Premier ministre Alassane Ouattara à cette époque. Donc ce monsieur qui, après le décès du président Houphouët-Boigny, est retourné donc au niveau des institutions internationales pour aller servir au Fonds monétaire en qualité de directeur général adjoint. Donc ce monsieur a été notre inspirateur. C'est bien Alassane Ouattara qui a permis à de nombreux jeunes Ivoiriens de s'intéresser à la politique. Et donc, il est revenu en Côte d'Ivoire en 1998 à la tête du RDR. Il était au Front républicain avec le président Laurent Gbagbo. Et puis par la suite, au RHDP avec le président Henri Konan Bédié. Mais nous sommes restés dynamiques autour de lui. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de porter haut le flambeau de cette institution politique qui a véritablement impacté la vie des Ivoiriens depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis chez vous à la maison jusqu'à la primature et de la primature jusqu'ici, ce sont des routes paisibles que nous avons empruntées. Évidemment. Et nous sommes arrivés ici en toute quiétude. Et d'ailleurs, l'impact de la politique du président Alassane Ouattara est palpable, c'est visible partout où vous passez
vous vous rendez à une évidence, c'est que le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà, il a une chance pour l'Afrique, puisque son expérience légendaire acquise en qualité de directeur général adjoint du Fonds monétaire international en est l'illustration. Et il a dirigé l'économie, il a géré l'économie de plus d'une centaine de pays quand il était directeur général adjoint. Il a impulsé les programmes d'ajustement structurel des pays en crise que nous pourrons citer à bien d'autres occasions. Il a été au firmament de cette lutte ardue contre les conjonctures dans certains pays. Et aujourd'hui, à la tête de son propre pays, il a donc l'opportunité d'impacter la politique de son pays. Et c'est en cela qu'il a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à un horizon très raisonnable. Et les sillons sont en train d'être tracés. Donc pour vous dire que quoi de plus normal que d'être inspiré par ce grand homme qui porte un grand parti politique, mais qui aujourd'hui porte tout un pays. Et dernièrement, nous le disions, si vous faites un tour dans les villages, tous les villages de plus de 500 habitants ont eu de l'électricité. Et vous savez que l'électricité appelle le développement. Et ces villages ont eu l'eau potable aussi. Et donc quand vous êtes un cadre et que dans votre village il y a de l'eau et de l'électricité, ça vous encourage à aller construire chez vous. Et vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, tous les villages sont en train de se transformer en petites villes. Parce que cette dynamique impulsée par le président est faite de façon très limpide et de façon intelligente. Il s'est dit il faut doter ces villages d'infrastructures de base à l'émergence. Il faut créer les conditions d'une vie paisible en dotant les villages d'électricité et d'eau. Une fois que ceci est fait, ça va appeler le développement tout simple. Et donc, ça amène les cadres à aller créer des entreprises au village et à avoir du plaisir à retourner au village. Vous voyez aujourd'hui, les autoroutes sont toujours bondées de véhicules pendant les week-ends parce que les gens ont construit dans leur village et les gens sont plus à l'aise aujourd'hui à faire un tour au village tous les week-ends et à passer du temps. Donc le président Alassane Ouattara, par sa politique, rapproche les peuples. Et par le développement, on rapproche les peuples. Et sa façon de faire la politique transcende les obédiences, les ethnies, les religions. Il essaie d'agir, à créer, à doter le pays d'infrastructures de base à l'émergence qui aide tout le monde. Il y a plus de 30 000 classes d'écoles au collège et au primaire qui ont été construites en 10 ans, mieux que depuis l'indépendance jusqu'en 2010. Alors, Monsieur Souleymane, vous est-il arrivé de vouloir arrêter la politique? J'avoue que il y a des fois où on prend des coups, que moralement on est vraiment affligé. J'avoue qu'il y a des fois où j'ai envie d'abandonner. Ouais, il y a des fois où je me dis, je consacre trop de temps à la politique, je me mets trop à la disposition des autres, j'oublie mes enfants, j'oublie ma vie privée, j'oublie ma famille, et je passe tout mon temps à tout donner aux autres. Souvent je me prive du minimum pour faire plaisir aux autres, et je prive même mes enfants souvent du minimum. Mais je le fais avec passion. Et même quand je suis découragé, dès que je me couche, le matin j'ai encore de la revitalité. Parce que c'est un sacerdoce, comme j'ai dit, c'est toujours une passion de vouloir aider. Dieu a créé des gens pour ça. Et voilà, moi je considère que tout ce que je suis en train de faire pour les autres, tous les sacrifices auxquels je consens, aideront forcément mes enfants un jour. Peut-être que je ne serai pas sur cette terre. Mes enfants vont être des grands hommes comme moi. Et je suis sûr que parmi mes enfants, il y en a qui vont être très forts dans le pays. Il y a des actes qu'on pose dont on ne retire pas les bénéfices forcément immédiatement. Souvent, on peut s'aimer et ce sont les enfants qui peuvent récolter. Donc, je n'ai pas en réalité la force d'abandonner. Même si souvent, je le dis, quand on prend des coups trop forts, alors souvent on se dit, mais dis donc, qu'est-ce que je fais ici, là, il faut arrêter. Puis là, je suis découragé. Et puis après, voilà, je me reforge. Souvent, c'est les enfants même qui vont t'encourager, parce que j'ai quand même 2 grands enfants, et j'ai 3 qui sont plus petits. Donc souvent, ce sont ceux-là même qui vont te dire, non, il faut du courage. Voilà, souvent, c'est ça. C'est l'entourage. Souvent, tu as envie d'abandonner, mais quand tu penses à tous ceux avec qui tu as fait le parcours,
Évidemment. Tous ceux qui ont été là au début, depuis 2014, et même bien avant, et qui ont rêvé avec toi jusqu'à aujourd'hui, tu te dis, mais on a commencé en pensant qu'un jour on sera maire de Bouaké. On a commencé en pensant, en se disant un jour on va être député. Mais si on arrête, et le rêve, à quel moment on va le réaliser? Donc, quand on pense à tout ça, on se reforge, on se redote de vitalité et on reprend le combat. Et donc, voilà. Mais ça arrive à tout le monde. Mais le président Alassane Ouattara, il a pris des coups, hein, vous vous souvenez? Ils sont allés jusqu'à déterrer la tombe de sa maman. Le corps de sa maman de la tombe. Mais il a d'autres frères. C'est sûr que cette nuit-là, il a dû se poser beaucoup de questions. Hein, comment on peut être si méchant? Comment on peut avoir autant d'animosité contre quelqu'un jusqu'à aller déterrer? On enterre sa maman, la nuit, des gens vont, ils cassent la tombe, ils veulent sortir le corps de sa maman. Comment on peut aller jusqu'à ce stade? Donc lui, ce jour-là, il a dû se dire, mais c'est parce que j'ai fait la politique qu'ils sont aussi méchants. Hein? Et puis donc, il a dû prendre un coup. Mais, donc sur le champ, tu peux être moralement atteint. Mais c'est sûr que quand il pensera à tous ces morts, toutes ces personnes qui ont perdu leur vie à cause de ce combat, il se dira que tant qu'il n'est pas président pour réaliser le rêve de ces gens, il aura trahi s'il abandonne. Et c'est le même sentiment que j'ai. Moi, il faut qu'un jour je devienne maire de Bouaké pour montrer aux gens c'est quoi un maire, pour démontrer mes qualités, pour montrer que je suis capable de faire beaucoup, pour développer la ville de Bouaké. Tout ce qui peut en découlera, et tout ce qui peut en découlera, ceci relèvera du destin. Mais l'ambition avec laquelle j'ai commencé le combat, c'est d'être maire de Bouaké, Bouaké qui m'a tout donné, je pense que je peux tout donner à Bouaké. Et je pense que si je suis maire, je serai le meilleur maire de tous les temps. Comme le président Alassane Ouattara l'est aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, je vais faire des choses incroyables pour Bouaké. Et ça, c'est une passion. Mais si je me décourage et que j'abandonne, je ne pourrais pas réaliser ce rêve. Pendant que des gens ont été avec moi, il y en a même qui sont décédés, qui de là où ils sont nous regardent. Donc je me battrai vraiment avec toute l'énergie. Si Dieu a écrit que ça va m'arriver un jour, ça arrivera. Je peux être ministre, je peux être conseiller de Premier ministre, je peux avoir tous les postes, mais le poste de maire, c'est un poste qu'il faut que j'occupe un jour, si j'ai la possibilité de le faire. Ok. Conseillez-vous la politique à vos enfants? J'avoue que je ne veux pas que tous mes enfants soient politiques. Voilà, je veux conseiller à la majorité de mes enfants de se former correctement, d'avoir de bons diplômes et puis de travailler dans l'administration, de ne pas faire la politique. Mais il faut qu'au moins un ou deux deviennent des grands hommes politiques et qu'ils aillent au-delà de ce que j'ai fait. Voilà. Et je pense que mon premier garçon a des aptitudes de devenir un grand homme politique. Il a déjà presque 20 ans, mais déjà quand il aura 23, 24 ans, je vais commencer à l'initier et puis à l'amener à prendre des responsabilités. Je veux qu'il soit député à 25 ans. Voilà. Vous êtes beaucoup dans du social. Pour moi, c'est vraiment une vocation divine. Moi, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé partager. Quand on nous donne notre argent, à moi et mes frères, je suis le premier à leur donner ce que j'ai. J'ai toujours donné à tous ceux qui sont autour de moi. J'ai toujours eu de la passion. Quand je n'arrive pas à donner, je tombe malade. Quand j'ai pas les moyens même de donner aux autres, je tombe malade. Mais quand j'ai les moyens, je guéris subitement. Je suis comme ma mère, paix à son âme. Elle est décédée en 2018. Mais ma mère a été connue pour sa générosité. Ma mère n'avait de passion que de distribuer. Et elle prenait l'argent de ses enfants pour distribuer aux pauvres, aux gens qui venaient à la maison la rencontrer. Elle a passé sa vie qu'à ça. Elle est décédée à 83 ans. Mais ma mère, sa passion, c'était de donner. Ma mère pleurait pour ça. Pour pouvoir aider des gens, elle pouvait couler les larmes pour qu'on lui donne les moyens. Et quand on lui donne l'argent, elle distribue tout et n'a plus rien par la suite. Et moi, j'ai ce syndrome-là en moi. Souvent, je donne jusqu'au dernier billet. Et c'est tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. Je passe ma vie qu'à ça. Mais j'ai un ami qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Un jour, je suis allé à la Mecque avec des personnes que j'ai eu la chance de faire partir à la Mecque. Dans le même avion que moi-même, plus d'une dizaine de personnes. Dieu m'avait fait cette grâce. Et quand on est allé, il y a deux vieilles qui étaient très pauvres que j'avais choisies, comme ça, qui ne s'attendaient pas, qui n'imaginaient pas un jour vivre le pèlerinage. J'avais créé les conditions de les surprendre
et de leur offrir le Hajj. Et j'ai un de mes amis qui ne travaillait pas et qui était avec moi tous les jours, à qui je donnais 10 000 francs chaque soir, parce que je savais que ça l'aiderait pour le lendemain, pour la popote et tout ça. Donc, même s'il n'avait rien à faire à côté de moi, je le gardais à mes côtés. Mais ce dernier-là a remis 2 billets de 20 $ quand on partait à la Mecque. Et il me dit, arrivé là-bas, il va m'appeler pour me dire quoi faire. Je lui dis, mais toi, moi, je te donne mon argent tous les jours, et toi, tu arrives à avoir 20 $, comment tu... Mais arrivé là-bas, il m'a demandé de remettre aux 2 plus vieilles femmes de mon groupe. Quand j'ai remis l'argent de sa part, elles ont fait beaucoup de bénédictions. Il ne travaillait pas, il n'avait pas de femmes et tout ça. Mais quand on est revenu, il a eu du travail, il a eu des enfants. Il a eu une femme. Maintenant, il attend les enfants. Mais je cite son exemple, pourquoi? Parce que quand je suis revenu, je lui ai dit, mais toi, tu te plains tous les jours, tu n'as pas d'argent. Et pourquoi tu as donné cet argent? Il dit, président, vous nous avez démontré que donner ne rend pas pauvre. À vivre avec vous, à être avec vous au quotidien, depuis que je vous côtoie, je ne me souviens pas d'un seul jour où vous n'avez pas donné avec passion, où vous n'avez pas donné jusqu'au dernier billet. Mais je ne vous ai pas vu pauvre. Malgré tout ce que vous donnez, vous restez debout. Vous restez un espoir pour les gens. Vous restez l'idole de beaucoup de jeunes. Et donc, vous nous avez démontré que donner ne rend pas pauvre. Et ça nous donne les voies, ça nous montre les voies de pouvoir donner. Et donc ça m'a beaucoup marqué. J'ai compris que vraiment ça marquait des personnes que de nous voir faire autant de dons. Et nous sommes prêts à y aller jusqu'à notre dernier jour. Et voilà, je pense que je le fais plus pour les enfants. J'espère que Dieu, en tout cas je sais que Dieu ne laisse rien. Tout ce qu'on donne reviendra. Et je sais que mes enfants, où qu'ils se retrouveront dans le monde entier, s'ils pensent à moi, ils pensent au sacrifice que j'ai fait pour les gens, ils pensent à tout ce que j'ai enduré, je sais que les problèmes qu'ils auront trouveront des solutions. D'accord. Parlons donc de la cherté de la vie. Vous n'êtes pas sans le savoir que les prix ont flambé. Qu'en dites-vous à ce sujet? Les questions de prix relèvent véritablement des questions d'inflation et tout. Vous savez très bien que l'avènement de la pandémie à Covid a fortement impacté l'économie de beaucoup de pays. Mais il faut dire, la Côte d'Ivoire est un des pays qui est resté debout. La cherté de la vie, c'est inhérent au fonctionnement de toutes les nations. Les prix montent partout. Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais il faut le dire de façon objective. Il y a quand même une régulation qui est faite. Le ministère du Commerce, sous l'égide du ministre Diarra Souleymane, fait beaucoup pour que les prix restent stables. Le président Hassan Ouattara a doté le pays de routes pour faciliter le transport du vivrier. Et donc, vous comprenez bien que l'avènement de nouvelles infrastructures devrait pouvoir permettre d'éviter l'inflation. C'est la rareté qui explique l'inflation. Quand un bien est rare, la demande devient forte. Et quand la demande est forte, la demande et le prix vont dans le même sens. Plus il y a de la demande, plus le prix augmente. Ça, c'est le postulat des rationalités. Donc, nous pouvons dire que c'est partout qu'il y a des questions d'augmentation de prix, mais l'impact en Côte d'Ivoire est moins prépondérant. Et le président fait beaucoup d'efforts pour maintenir les prix. Vous avez vu qu'il y a 10 ans, l'essence coûtait 850 francs. Aujourd'hui, l'essence coûte 650 francs. Ah, même le gasoil, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est la marque des grands hommes. Mais l'essence qui coûte moins qu'à cette époque, les prix devaient donc baisser. Parce que beaucoup de gens prétestent de ce que le transport est cher, et les transporteurs prétestaient de ce que le carburant était cher. La Côte d'Ivoire a réussi à stabiliser le prix du carburant. Et ça, c'est ce qui explique même qu'aujourd'hui, la vie est relativement correcte. Sur les questions de prix, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est assez bien. On essaie de maintenir la cadence. Et le président même a essayé de valoriser et revaloriser les salaires des fonctionnaires. Depuis 30 ans, ça n'a pas été. Pour essayer de donner un coup d'accélérateur au niveau des vies même des populations. Et quand le niveau de vie du ménage augmente,
quand le salaire du ménage augmente, lui-même il a la propension d'augmenter ses charges. Ça aussi, ça fait partie de la théorie de John Maynard Keynes en économie. Donc c'est toutes ces choses-là qui expliquent tout ce qui se passe. Donc, il y a un comportement naturel, un comportement normal du ménage qui s'explique. Mais en même temps, quand le prix monte, il y a des structures qui sont censées réguler. Imaginez un peu qu'on augmente même de 10 francs souvent le prix du carburant. Il y a des transporteurs qui protestaient de cela pour augmenter de 100 francs le prix du transport. Et des commerçants disaient que comme le transport a augmenté de 100 francs, le vivrier aussi augmente, le prix augmente. Et c'est une chaîne. Mais c'est pour ça que l'État joue un rôle important pour réguler tout ceci, pour maintenir cette cadence. Alors donc, félicitations au président et au gouvernement qui fait un travail formidable pour maintenir les prix. Parce que ça, c'est une question qui m'a été posée avec un peu de surprise. Je m'y attendais pas, mais heureusement que j'ai des aptitudes économiques. Mais voilà, nous ne sommes pas encore en inflation en Côte d'Ivoire. Comment définissez-vous l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est la prise en compte de ses propres aptitudes d'entrepreneur. Entreprendre, ça tire son sens du mot entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? L'esprit d'initiative, l'esprit de créativité, l'esprit d'invention. Il faut entreprendre. Et pour entreprendre, il faut qu'il y ait du leadership en vous. Donc il faut vous doter d'aptitudes de leader. Il faut vouloir créer. Il ne faut pas créer ce qui existe déjà, il faut créer, il faut innover. Voilà, c'est autour de tous ces thèmes-là qu'on parle d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, le président a créé un ministère spécifique en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, à travers le ministre Mamadou qui a fait beaucoup, à travers l'agence emploi jeune qui aide beaucoup à l'entrepreneuriat. Moi, je suis administrateur au niveau de l'agence emploi jeune, je suis membre du conseil d'administration, et à ce titre-là, nous voyons combien de moyens sont engloutis pour aider l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat privé, et les grandes nations sont celles qui ont fait la promotion de l'entrepreneuriat. Il faut permettre aux jeunes qui innovent, qui sont capables de créer, d'avoir des moyens et d'être accompagnés, et l'État crée les conditions pour que les banques puissent s'installer en Côte d'Ivoire, et puis que ce soit des canaux, en tout cas des supports pour ces jeunes entrepreneurs. Et donc nous essayons d'encourager l'entrepreneuriat, et on sait très bien que c'est l'initiative privée qui permet à tous les grands pays de devenir des nations fortes. Justement, parlant d'entrepreneuriat, dans quel domaine encouragez-vous les jeunes à entreprendre? Vu que vous parlez d'innovation. Il faut aller dans l'informel, il faut déjà sortir de l'informel. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des petites et moyennes entreprises, qui ont des petites entreprises, qui ne savent même pas qu'ils peuvent avoir l'appui d'une institution financière. Le petit, il est coiffeur, ou bien il vend des choses, il fait un petit commerce, ou fait un petit business, ou bien il est un tailleur ambulant, les toclos, ou bien de choses comme ça. Plein de petits métiers peuvent être revalorisés si vous vous mettez par exemple à 10 et que vous créez une plateforme sur Internet et que vous dites on est toclo, on a créé une plateforme pour que les ménages puissent s'inscrire. Quand quelqu'un a besoin d'un toclo, automatiquement nous on envoie quelqu'un immédiatement, mais vous créez, vous constituez une entreprise et ça vous revêt de toutes les caractéristiques qui peuvent mettre en confiance une institution, et puis qui pourront créer des conditions pour que vous ayez des motos pour vous déplacer, avoir un compte bancaire, pour avoir un bureau. C'est comme ça que les entreprises partent de rien et deviennent fortes. Moi, en tout cas, je pense que nous ne pouvons qu'encourager à l'esprit d'initiative. On ne peut pas indiquer un secteur auquel cas on aurait des justifications à donner. On n'indique pas un secteur particulier, mais on dit aux jeunes d'avoir l'esprit de créativité et d'initiative. Il y a beaucoup de choses. Lui qui a créé Facebook, il est l'un des plus riches au monde. Donc on peut créer, on peut innover. C'est à partir de là. Et puis il faut être sérieux, c'est tout. Quand on est sérieux, qu'on sait gérer les fonds, on peut aller très loin au niveau des entreprises. Par contre, faire la politique et puis faire l'entrepreneuriat, c'est difficile. Ah bon? Oui, parce que le politique, il dépense beaucoup. Le politique... mais tu prends l'argent pour l'école de tes enfants, pour aller régler les questions de vie ou de mort des gens. Si on vous appelle tout de suite pour dire à Boaké à quelqu'un qui est malade, si vous n'envoyez pas 50 000 francs, il peut mourir. Mais vous réfléchissez, hein, vous voulez sauver une vie, et puis vous devez quand même payer l'école de l'enfant demain,
Donc le politique il peut aller jusqu'à sacrifier l'enfant et envoyer l'argent en se disant qu'il faut plutôt sauver la vie de son supporter ou de son militant. Pour vous dire jusqu'à où un homme politique est prêt à tout quand il est passionné. Alors qu'un entrepreneur ne peut pas faire ça. S'il a un rendez-vous demain pour respecter les engagements, pour rien au monde, il va sortir de son budget. Et s'il fait ce que le politique fait, en sortant son argent pour aller faire des choses, poser des actes de société, il va mettre en péril l'émulation et l'émanation de son entreprise et très rapidement il va tomber. Donc pour moi, c'est difficile d'être politique et d'être un politique d'envergure et puis d'être entrepreneur. Ça a une incidence. Il y en a qui arrivent à le faire, ils ont un petit secret. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir accordé votre temps. Avez-vous un mot à dire à la jeunesse et aux politiques? Merci. Nous ne cessons de donner des messages. Vous savez que vous avez dit que c'est sur Facebook que vous avez vu certaines actions qui vous ont impressionné et ça vous a amené à vous rapprocher de nous. Donc nous essayons à travers notre façon de faire d'impacter les consciences, de donner de la responsabilité aux uns aux autres, de leur demander d'être plus généreux, d'avoir l'esprit de partage. Le président Alassane Ouattara a demandé aux cadres de se rapprocher des jeunes, des populations, et nous essayons vraiment de façon passionnée d'ailleurs de faire ce que nous pouvons pour donner un signal fort aux uns aux autres. Et puis nous appelons les jeunes à plus de responsabilités. L'Ivoirien nouveau, c'est un concept qui a été initié et qui a connu le jour à l'avènement de son excellence Alassane Ouattara à la tête du pays. Mais l'Ivoirien nouveau, ce n'est pas juste un texte, ce n'est pas juste des mots, c'est un comportement. Il faut dire que la paix n'est pas un mot et un comportement. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui a une nouvelle mentalité. L'Ivoirien qui a des valeurs civiques. L'Ivoirien qui aime le drapeau. L'Ivoirien qui aime le don du soi. L'Ivoirien qui sait partager. L'Ivoirien qui sait secourir, qui sait se mettre à la disposition des autres. L'Ivoirien qui sait aimer l'autre, malgré sa différence, qui sait accepter l'autre. Vous pouvez ne pas être du même parti politique, vous pouvez ne pas être de la même religion, vous pouvez ne pas être de la même région, mais vous avez la Côte d'Ivoire en commun. Et vous devez garder ceci à l'esprit, à tout point de vue. Et c'est en cela qu'on pourra devenir une nation forte. Une nation qui est au-delà des obédiences, au-delà des clivages, qui sait reconnaître les valeurs, qui sait promouvoir les excellents. Et je pense que c'est la meilleure façon d'aller loin. Tout faire pour être parmi les meilleurs à l'école, pour être parmi les meilleurs dans ce qu'on fait. Et moi, j'essaie d'être parmi les meilleurs dans la jeunesse politique de Côte d'Ivoire. Et je reçois des milliers de messages tous les jours sur Facebook, en inbox, des gens qui me disent des choses incroyables. Ça me touche à un point que vous ne pouvez imaginer. Mais j'ai envie de faire davantage. Ça me donne le courage de faire davantage. J'ai envie d'être comme Ahmed Bakayoko, comme Amadou Gon. Mais je vais avoir une longue vie, plus que cela, pour porter mieux l'idéal Alassane Ouattara. Mais ce sont des personnalités qui ont été fortes de leur générosité et de leur esprit de partage. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre classe politique. Et voilà, le président fait beaucoup. Il y a des hommes politiques qui ont décidé de faire la politique de façon vraiment spéciale, voilà, qui représentent des peuples, mais qui ne sont pas capables de retourner à ces peuples ce qu'ils reçoivent grâce à ces peuples. Et le président demande aux cadres d'aller et d'être plus généreux, de donner davantage. Et c'est ce à quoi nous invitons les uns et les autres. Et nous en appelons vraiment au discernement, à l'esprit patriotique des jeunes de Côte d'Ivoire. Et nous pensons que si nous sommes ensemble, on pourra profiter de ce grand président qui est le président Alassane Ouattara, qui pourra porter le pays haut et qui fera en sorte que les générations futures seront sur des roulettes et mèneront la Côte d'Ivoire à bon port. Je vous remercie. Merci M. Souleymane Touré. Merci chers internautes d'être restés jusqu'à la fin. Rendez-vous pour un nouvel entretien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.